De manière périlleuse, l'autocar scolaire jaune bascula en glissant sur la chaussée glacée du pont. À son bord, 43 enfants poussaient des cris stridents au moment où le rail de sécurité en métal se rompait dans un fracas de tonnerre. Du cockpit de sa vieille Renault 4 fourgonnette, Léo Martin assistait, horrifié, à la chute de l'autocar dans les eaux gelées de la rivière. Le choc provoqua une vague déferlante dont l'écho se propagea à travers la petite bourgade lacustre et paisible qu'il nommait son chez lui depuis 37 ans. Sans un instant de réflexion, il enleva vivement ses bottes de travail et s'immergea dans l'eau à la froideur mordante, ses muscles endoloris par la fatigue se consumant tandis qu'il luttait contre le courant pour atteindre le véhicule en perdition. Derrière une vitre, deux petits visages étaient pressés. Des jumeaux, d'environ 7 ans, leurs yeux dilatés par une terreur absolue alors que l'onde sombre montait inexorablement autour d'eux. Léo ne savait pas que ses enfants étaient ceux de l'une des femmes les plus fortunées de France. Il ne savait pas que ce moment allait transformer son existence. Que se produit-il quand un homme démuni sauve les enfants d'une femme qui possède tout? Avant de poursuivre, indiquez-nous d'où vous nous suivez. Et si ce récit vous émeut, n'oubliez pas de vous abonner, car une surprise toute particulière vous attend demain. La sonnerie aiguë du réveil matin transperça la pénombre de l'aube à 4h30, comme chaque matin depuis 3 ans. La main calleuse de Léo Martin se tendit sur le lit étroit, ses doigts trouvant le bouton en plastique usé avec la familiarité acquise par l'habitude. Dans le calme revenu, il percevait la respiration légère de sa fille de 9 ans, Chloé, dans la pièce adjacente, un son qui était devenu son point d'ancrage dans un univers qui semblait s'acharner à mettre sa volonté à l'épreuve. Il s'assit avec lenteur, son dos se plaignant du mouvement, un rappel de sa double journée de travail de la veille à l'entrepôt, enchaînée avec 4 heures de nettoyage au centre communal. Ses mains, marquées à jamais par la salissure d'un labeur honnête, frottèrent ses paupières pour en chasser les dernières bribes de sommeil, tandis qu'il contemplait leur modeste appartement baigné dans la lueur blafarde filtrant à travers des rideaux usés jusqu'à la corde. L'endroit était modeste. 2 pièces dans une maison ancienne réaménagée, avec vue sur la zone industrielle de Saint-Martin-du-Lac, mais c'était leur foyer, et cela avait une valeur inestimable dans une existence où la propriété semblait être un luxe. La cuisine était juste assez grande pour une seule personne, avec des placards qui pendaient de travers et un réfrigérateur dont le bourdonnement constant rappelait un vieil ami tenace. Léo se déplaçait dans sa routine matinale avec une efficacité silencieuse, dosant le café avec la précision méticuleuse de celui qui sait que chaque grain a son importance quand la prochaine paie n'arrivera que dans 5 jours. La cafetière, un cadeau de noces d'un mariage qui lui paraissait appartenir à une autre vie, se mit à glouglouter, diffusant dans le petit espace un arôme puissant qui serait son soutien pour la première partie de sa journée. Saint-Martin-du-Lac avait jadis été une florissante cité industrielle, articulée autour de la papeterie qui, durant 3 générations, avait fourni du travail à près de la moitié de ses habitants. Sa fermeture, 5 ans auparavant, avait laissé des commerces aux vitrines désertes, des maisons affublées de panneaux, à vendre, immuables, et des gens comme Léo, qui étaient restés faute de moyens pour partir. La ville bordait le Grand Lac, dont les rives étaient ponctuées de pontons vieillis et des vestiges de jetées qui accueillaient autrefois les navires de charge. Aujourd'hui, le lac n'était plus qu'une toile de fond pour les souvenirs, ses eaux d'un vert gris reflétant le ciel perpétuellement couvert qui enveloppait la région tel un vieux pull familier. Dans le miroir de la salle de bain, le reflet de Léo lui renvoyait l'image d'un homme de 37 ans qui semblait plus âgé, ses cheveux bruns parsemés de mèches d'argent prématurées aux tempes, ses yeux marrons chargés du poids des responsabilités qu'il avait vieilli avant l'heure. Le visage qu'il contemplait était franc, marqué par des rides d'expression au coin des yeux et des traits burinés témoignant d'une vie passée au grand air, d'un travail manuel, d'un homme qui avait su trouver sa dignité dans des tâches que d'autres auraient dédaignées. Le son de petits pas sur le plancher du couloir signala l'arrivée de Chloé dans la cuisine. Ses cheveux bruns en bataille, vêtue de son t-shirt trop grand fétiche en guise de pyjama, elle entra. Elle était menue pour son âge, une source d'inquiétude pour Léo qu'il ne montrait pas, mais son regard pétillait d'une intelligence et d'une chaleur qui lui rappelaient chaque jour la valeur de ses sacrifices. « Salut, ma belle » lança-t-il, lui passant la main dans les cheveux tandis qu'elle s'installait sur la chaise de cuisine branlante, trouvée dans un vide-grenier. « Tu as bien dormi ?»« MHM, répondit-elle d'une voix ensommeillée. « On peut faire des crêpes ?» Léo inspecta le contenu du réfrigérateur. 2 œufs, une demi-brique de lait à consommer avant le lendemain, et 3 tranches de pain. Les crêpes n'étaient pas prévues au budget, mais l'expression d'attente pleine d'espoir dans les yeux de sa fille l'incita à revoir ses calculs. Il y avait de la farine dans le placard, et il pourrait allonger le lait avec un peu d'eau. La joie de Chloé primait sur son café matinal. D'accord pour les crêpes,
annonça-t-il, saisissant déjà le saladier. Mais tu m'aides à les préparer. Leur rituel matinal se mit en place, avec la familiarité d'une chorégraphie maintes fois répétée. Chloé, juchée sur une chaise, dosait les ingrédients avec soin pendant que Léo lui narrait des souvenirs de son enfance, évoquant la cuisine de sa grand-mère près de Lyon, où l'odeur des beignets chauds aurait pu ranimer un mort et où chaque repas était une fête, aussi modeste fût-elle. Pour Léo, ces instants étaient précieux. Des parenthèses de normalité dans un océan d'angoisse liées aux factures, aux modalités de garde et à la crainte de ne pas offrir assez à cette petite fille qui méritait le monde. Chloé ignorait tout de la pile de rappels de paiement dissimulés dans le tiroir de sa chambre, des nuits sans sommeil passées à se demander s'il pourrait acheter de nouvelles chaussures pour ses pieds en pleine croissance, ou des courriers de l'avocat de Sarah qui arrivaient chaque mois, lui rappelant que son ex-femme n'attendait qu'un faux pas de sa part. « Papa » l'interpella Chloé, le tirant de ses songes, alors qu'elle versait la pâte avec précaution sur la poêle chaude. Madame Henderson a dit qu'une nouvelle famille s'installe dans la grande maison au bord du lac. Léo acquiesça, tout en se concentrant pour retourner les crêpes avant qu'elles ne noircissent. La grande maison du lac était l'ancien manoir Thornton, une imposante bâtisse de style victorien, inoccupée depuis 2 ans, depuis le départ de son dernier propriétaire pour le sud de la France. C'était une demeure d'une autre époque, du temps où Saint-Martin-du-Lac était synonyme de prospérité et d'avenir. « C'est une bonne nouvelle, ma chérie. Ils auront peut-être des enfants de ton âge. »« Peut-être, » répondit-elle, son intonation laissant deviner son scepticisme. Dans une ville que les jeunes familles fuyaient dès que possible, Chloé avait appris à ne pas trop espérer de nouvelles amitiés. Ils déjeunèrent dans un silence complice. Chloé découpait ses crêpes en carrés parfaits, tandis que Léo récapitulait mentalement sa journée, l'entrepôt de 7h à 15h, un retour rapide à la maison pour accueillir Chloé à la descente du bus, puis le dîner, les devoirs, et enfin son poste de nettoyeur au centre communal. C'était un emploi du temps rigide qui laissait peu de place à l'imprévu, mais qui offrait un cadre structurant, essentiel pour lui comme pour Chloé après tant de turbulences. Après le repas, Léo prépara le panier repas de Chloé avec le même soin qu'il mettait en toute chose. Une tartine de beurre et de confiture, une pomme du lot achetée en promotion, et une petite brique de jus de fruits, le petit plaisir quotidien qu'il s'autorisait à lui offrir. Il y glissa un mot, comme chaque matin, une petite blague destinée à la faire sourire à midi. Le trajet vers l'école les fit traverser le centre de Saint-Martin-du-Lac, longeant des boutiques aux vitrines placardées d'affiches, cessation d'activité. La quincaillerie où son père achetait ses outils avait mis la clé sous la porte le mois dernier. Le bistrot où il avait invité Chloé pour son anniversaire, leur unique sortie au restaurant de l'année, avait ses fenêtres barricadées. Pourtant, la vie persistait. La boutique de Madame Lefebvre, la fleuriste, qui cultivait les plus magnifiques roses que Léo ait jamais vues dans des boîtes de conserve et de vieux pots de peinture. La médiathèque municipale, où Chloé passait ses après-midi quand il travaillait tard, dévorant des livres sous le regard bienveillant de Madame Dubois, la bibliothécaire qui était là depuis que Léo avait l'âge de sa fille. Devant l'école, Léo s'accroupit à la hauteur de Chloé, ajusta sa veste et vérifia la fermeture de son sac. C'était leur rituel. 30 secondes de complicité avant que leur chemin ne se sépare pour la journée. Passe une excellente journée, ma puce. Apprends des choses formidables. Toujours, répliqua-t-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour lui déposer un baiser sur la joue. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, Chloé. Plus que toutes les étoiles dans le ciel. Elle roula des yeux à cette phrase qu'elle connaissait par cœur, mais il vit son sourire s'élargir alors qu'elle courait vers le bâtiment où Madame Rodriguez, son enseignante de CE2, accueillait les élèves avec une chaleur qui rappelait à Léo pourquoi il avait fait le choix de rester à Saint-Martin-du-Lac, malgré les difficultés. Le chemin vers l'entrepôt le conduisit à travers la zone industrielle, passant devant la papeterie désaffectée, un mausolée d'une époque révolue. Il y avait lui-même travaillé 6 mois après le lycée, avant que la vie ne le mène sur des voies imprévues. Le parking de l'usine, envahi par les herbes folles, résonnait encore dans sa mémoire du vacarme des machines, des voix des ouvriers, et de la sirène qui rythmait la vie de milliers de personnes. Sa vieille Renault 4 fourgonnette, plus rouillée que peinte, peina dans la montée vers la zone d'activité et les acacias, son lieu de travail depuis 2 ans. Le poste n'avait rien de prestigieux. Gérer les stocks, charger les camions, effectuer les tâches nécessaires. Mais c'était un travail honnête, suffisant pour les maintenir à flot, de justesse. Son chef, Stéphane Leroy, était un homme compréhensif,
conscient que la situation de Léo exigeait de la souplesse pour les obligations scolaires et médicales, et il n'avait jamais laissé entendre que cela constituait un problème. En se garant sur le parking, Léo croisa à nouveau son regard dans le rétroviseur. L'homme qu'il y voyait avait appris à trouver sa dignité dans l'épreuve, à comprendre qu'être un bon père n'était pas une question de richesse, mais de cœur. Il avait commis des erreurs, bien sûr. Mais chacune de ses décisions des 3 dernières années avait été motivée par un seul but, offrir à Chloé une vie meilleure que celle de ses premières années, lui donner la stabilité et l'amour nécessaires à son épanouissement. Le soleil matinal commençait à percer les nuages tenaces alors que Léo se dirigeait vers l'entrepôt, le crissement de ses chaussures sur le gravier gelé brisant le silence. Dans quelques heures, Chloé serait en classe, levant la main pour répondre aux questions, rêvant d'un avenir au-delà des confins de leur petite ville. Ce soir, il l'aiderait à faire ses devoirs à la table de la cuisine, l'écoutant lire à voix haute un passage du livre qui l'avait captivé cette semaine. C'était une vie simple, faite de petits riens, nourrie d'un amour inconditionnel. Léo Martin ne possédait pas grand-chose, mais il avait appris à évaluer sa fortune au son du rire de sa fille, à la confiance qu'elle lui témoignait chaque matin en s'élançant vers l'école sans un regard en arrière, à la certitude d'être exactement là où il devait être, accomplissant sa mission. Il était loin de se douter que, dans quelques heures, un acte de courage instinctif allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa perception du monde, de ce qu'il méritait, et de la vie qui pourrait s'offrir à un père célibataire dont le seul trésor était une fillette de 9 ans convaincue que son père était capable de tout. L'alerte fut donnée à 14h47, alors que Léo achevait sa journée à l'entrepôt. La voix de Stéphane Leroy grésilla dans l'interphone, empreinte d'une urgence qui figea tous les employés. Urgence générale, accident sur la D12 au pont du lac. Un autocar scolaire. On demande toute personne ayant une expérience en sauvetage. Le sang de Léo ne fit qu'un tour. La D12, c'était la route du bus de Chloé. Il lâcha sa planchette d'inventaire et sprinta vers sa fourgonnette, le bruit de ses pas martelant le béton, tandis que ses collègues lui lançaient des questions inaudibles, couvertes par le tumulte de la panique qui l'envahissait. Les 8 minutes de trajet jusqu'au pont lui parurent une éternité. Ses doigts crispés sur le volant, il se faufila entre les véhicules de secours de plus en plus nombreux, leurs gyrophares peignant l'après-midi d'une lumière stroboscopique et angoissante. Le spectacle qui l'attendait lui coupa le souffle. L'autocar scolaire jaune était à moitié immergé dans le lac, son avant plongeant dans les eaux sombres, ses roues arrière encore sur la berge. Le pare-brise avait volé en éclats, révélant le chaos à l'intérieur. Des visages d'enfants, plaqués contre les vitres, certains en larmes, d'autres figés par le choc. Chloé, souffla-t-il, se frayant un passage parmi les secouristes et les gendarmes qui tentaient d'évaluer la situation. Chloé. Monsieur, restez en arrière, lui ordonna un jeune secouriste en posant une main ferme sur son torse. On s'en occupe. Ma fille est dans ce bus, répondit Léo, la voix brisée par l'angoisse. Chloé Martin. 9 ans. Cheveux bruns. On va sortir tout le monde, tenta de le rassurer le secouriste. Mais Léo lut le doute dans son regard. Le bus s'enfonçait un peu plus chaque minute, et les sauveteurs étaient encore en train de déballer leur matériel. C'est à cet instant qu'il les aperçut. 2 petits visages, contre la vitre arrière, les yeux exorbités de terreur tandis que l'eau montait autour d'eux. Des jumeaux, d'environ 7 ans, un garçon et une fille, partageant la même expression de détresse. Ce n'était pas Chloé, mais à ce moment précis, c'était tout comme. Le chef des opérations hurlait des ordres, parlant d'attendre l'arrivée des plongeurs, de la température de l'eau, des protocoles. Léo regarda les enfants, puis le bus qui tanguait au gré des vagues, et prit une décision dictée par l'instinct. Il ôta ses chaussures et plongea. Le contact avec l'eau glaciale fut un choc brutal qui lui coupa la respiration et lui transperça la poitrine de 1000 aiguilles. Début octobre, la température du Grand Lac était proche de 0, et l'immersion soudaine contracta ses muscles, menaçant de le faire couler avant même qu'il n'ait pu nager. Mais Léo avait appris à nager dans ce lac, passé des étés entiers à plonger du vieux ponton avec des amis aujourd'hui partis chercher fortune ailleurs. Son corps se souvenait du mouvement, même si son esprit protestait contre le froid, le danger, la folie de son geste. Le courant, renforcé par les pluies récentes, était plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Chaque brasse était un effort surhumain, ses vêtements alourdis par l'eau menaçant de l'entraîner vers les fonds où l'ancienne papeterie déversait autrefois ses rejets. Derrière lui, il entendait des cris, certains lui ordonnant de revenir, d'autres coordonnant des secours qui lui paraissaient d'une lenteur exaspérante.
Mais Léo n'avait d'yeux que pour ses deux petits visages à la fenêtre, qui le suivaient du regard, entre espoir et incrédulité. Le bus émit un grincement sinistre lorsqu'il l'atteignit, s'enfonçant de quelques centimètres supplémentaires. L'eau s'engouffrait désormais par le pare-brise brisé, inondant rapidement l'habitacle. Il ne lui restait que quelques minutes, au mieux. Il s'agrippa au pare-choc et se hissa le long de la carrosserie jusqu'à la sortie de secours. Ses doigts gourds peinèrent à actionner le mécanisme. Un instant, il crut qu'il était bloqué. Puis la fenêtre céda, libérant un flot d'air et de pleurs d'enfants. Les jumeaux étaient là, blottis l'un contre l'autre, les pieds déjà dans l'eau trouble. Les lèvres de la fillette étaient cyanosées, et le garçon claquait des dents si fort que Léo l'entendait de l'extérieur. « Tout va bien », leur lança-t-il, sa voix à peine audible dans le fracas de l'eau et des sirènes. « Je vais vous sortir de là. » Il passa le bras par l'ouverture et attrapa la fillette, son corps d'une légèreté surprenante. Elle s'agrippa à lui avec la force du désespoir, ses ongles s'enfonçant dans ses épaules tandis qu'il la plaçait sur son dos. « Tiens bon, lui dit-il. Ne lâche surtout pas. » Vint le tour du garçon, son regard terrifié rappelant à Léo celui de Chloé les soirs d'orage. Il parvint à les installer tous les deux sur son dos, de manière à garder les bras libres pour nager. Le retour vers la rive fut le plus long de sa vie. Ses muscles, tétanisés par le froid, criaient à chaque mouvement, et le poids des enfants rendait chaque bras herculéenne. À mi-parcours, une crampe violente à la jambe gauche faillit le faire sombrer. Seules l'étreinte désespérée des petites mains sur ses épaules et la certitude qu'il ne pouvait pas abandonner le maintinrent à la surface. On y est presque, halta-t-il, pour se rassurer autant qu'eux. On y est presque. Les secours les attendaient sur la berge. Des mains le saisirent, le tirèrent, ainsi que les enfants, hors de l'eau, les enveloppant dans des couvertures qui lui parurent d'un luxe inouï. « Chloé » articula-t-il, emmitouflé dans une couverture de survie. « Où est Chloé ? Elle va bien ? » « Elle va bien, » répondit une voix familière. Léo leva les yeux et reconnut Madame Dubois, la bibliothécaire, le visage empreint d'inquiétude, mais le regard rassurant. Elle n'était pas dans le bus. « Tu te souviens, c'est la sortie anticipée pour les réunions parents-prof. Elle est avec moi à la médiathèque. » Un tel soulagement l'envahit qu'il manqua de s'effondrer. Chloé était saine et sauve. Les autres enfants étaient en cours d'évacuation par les secours. Et les jumeaux qu'il avait sauvés étaient vivants, respirant, se réchauffant sous les couvertures. « Vous les avez sauvés », lui dit un secouriste en prenant son pouls. C'était incroyablement courageux. Totalement inconscient, mais courageux. Léo ne se sentait pas courageux. Il était épuisé, frigorifié, et la chute d'adrénaline lui donnait la nausée. Mais en regardant les deux enfants, assis non loin, buvant un chocolat chaud, il ressentit une profonde satisfaction. Celle d'avoir fait ce qui devait être fait, sans calcul. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il. « Manon et Lucas » répondit l'homme. « Delacroix. Leur mère arrive. » Léo acquiesça, trop las pour réagir au nom. Il accepta un café et s'assit sur le haillon d'une ambulance, observant la grue extraire l'autocar du lac. Les médias arrivèrent 20 minutes plus tard. D'abord, le correspondant local, puis une équipe de la télévision régionale. Léo se vit cerné de micros et de caméras, assailli de questions sur son héroïsme, sa décision, son ressenti. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait », répétait-il, mal à l'aise, pressé de rentrer. Ils étaient en danger. Il fallait les aider. Mais il voyait bien que l'histoire lui échappait, prenait une autre dimension. Le journaliste parlait de « héros local », tandis que la télévision diffusait déjà un reportage sur ce sauvetage miraculeux. Alors que la foule se dispersait, Léo remarqua une berline noire aux vitres fumées. Une femme en sortit, grande, élégante, vêtue de manière ostentatoire. Elle se déplaçait avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude de commander, mais son visage trahissait la vulnérabilité d'une mère qui venait de frôler le pire. Elle échangea quelques mots avec un secouriste, puis s'agenouilla près des jumeaux, les étreignant avec une ferveur qui témoignait de son soulagement. Léo observa la scène de loin, reconnaissant cette même protection viscérale qu'il éprouvait pour Chloé. Leurs regards se croisèrent. Le sien, épuisé. Le sien, brillant de larmes contenues et de gratitude. Elle fit un pas dans sa direction, mais Léo se dirigeait déjà vers sa fourgonnette, fuyant cette attention soudaine.
Il conduisit lentement, les mains encore tremblantes. Chloé l'attendait sur le perron, alertée par la radio de Madame Dubois. Elle se jeta dans ses bras, libérant l'angoisse accumulée. « J'ai eu si peur », murmura-t-elle. « J'ai cru que tu étais blessée. »« Tout va bien, ma puce », la rassura-t-il, la serrant fort, humant l'odeur familière de son shampoing. Mais en montant les escaliers, Léo sentait que quelque chose avait basculé. Le visage de cette femme l'obsédait. Pas seulement sa richesse évidente, mais l'émotion brute qu'il avait lue dans ses yeux. Il y avait dans son regard une reconnaissance qui dépassait la simple gratitude. Le soir, alors qu'il aidait Chloé à faire ses devoirs, les informations locales diffusaient les images du sauvetage. Léo grimaça en se voyant à l'écran, gêné par cette image de héros. « C'est mon papa », déclara fièrement Chloé à la télévision. « Il sauve des gens. » Léo ne se sentait pas un héros. Juste un homme qui s'était trouvé au bon endroit au bon moment. Mais en bordant Chloé et en l'écoutant prier pour les 2 enfants du bus, il se demanda si la femme à la berline de luxe ressentait la même chose face au miracle quotidien d'un enfant qui rentre sain et sauf à la maison. Dehors, le lac s'étendait, calme, ne gardant aucune trace du drame qui s'y était joué. Demain serait un autre jour, avec son lot de factures et de responsabilités. Mais cette nuit, Léo Martin dormit du sommeil de celui qui, face au danger, avait découvert que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Parce que certaines choses sont plus importantes que la sécurité ou le confort. Camille Delacroix n'avait pas trouvé le sommeil plus de 20 minutes d'affilée depuis l'accident, 3 jours auparavant. Chaque fois qu'elle fermait les paupières, l'image de l'autocar scolaire jaune s'enfonçant dans les eaux sombres revenait la hanter. Elle entendait le hurlement de terreur de Manon lorsque le lac avait envahi l'habitacle, ressentait le poids insoutenable d'avoir presque perdu les 2 êtres les plus chers à ses yeux. Debout devant les immenses fenêtres de son bureau, elle observait le lever du soleil colorer le grand lac de nuances rosées et orangées. L'ironie de la situation ne lui échappait pas, elle avait choisi cette vaste demeure de campagne pour sa proximité avec l'eau, cette même eau qui avait manqué d'emporter ses enfants. La maison était un chef-d'œuvre d'architecture, avec ses plafonds vertigineux et son design épuré qui avait fait la une de plusieurs magazines de luxe. Mais ce matin, au milieu de ce mobilier hors de prix, Camille ne ressentait que le vide de ces espaces trop grands pour sa petite famille. Les jumeaux dormaient encore dans sa chambre, où ils s'étaient réfugiés depuis leur retour de l'hôpital. Manon était en proie à des cauchemars de noyade. Lucas, lui, s'était muré dans le silence, ne communiquant que par signe de tête, comme si la parole pouvait raviver le traumatisme. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme protégée par une armure de vêtements de marqués de maquillage impeccable, une femme d'affaires redoutable qui avait bâti un empire, mais dont les instincts maternels étaient à vif. À 34 ans, elle était à la tête d'une fortune colossale, respectée dans des conseils d'administration où des hommes 2 fois plus âgés s'inclinaient devant son jugement. Mais tout cela ne pesait rien face à la vision de ses enfants piégés dans un bus en train de sombrer. Un inconnu les avait sauvés. Léo Martin. Elle avait appris son nom par cœur, étudié son visage sur les photos des journaux, ce visage d'homme modeste, mal à l'aise face aux journalistes. Il avait disparu avant qu'elle ne puisse le remercier, ne lui laissant que le souvenir d'un regard fatigué et d'une dignité qui se faisait rare dans son univers de relations calculées. Son téléphone vibra. Le premier d'une longue série d'appels et de messages. Réunion à reporter, investisseurs à rassurer, communicants à gérer. Le monde des affaires ne s'arrêtait jamais. Mais ce matin, Camille ressentait une profonde aversion pour ses obligations qui empiétaient sur son rôle de mère endeuillée. Elle avait fondé son entreprise sur la conviction que l'innovation pouvait tout résoudre. Ses logiciels avaient révolutionné la logistique de multinationales. Elle excellait dans l'identification des problèmes et la conception de solutions. Mais elle était impuissante face à sa propre douleur, incapable de concevoir un algorithme qui lui rendrait son mari, David, ou qui comblerait le vide qu'elle ressentait dans sa relation avec ses enfants. David était le parent chaleureux, instinctif. Pour lui, la parentalité était une évidence. Pour elle, c'était un défi qu'elle abordait avec la même rigueur analytique que ses affaires, avec le sentiment constant de passer à côté de l'essentiel. L'accident avait fait voler en éclats son illusion de contrôle. Sa richesse, son influence, rien n'avait pu protéger ses enfants. Un étranger, un père célibataire, avait accompli ce qu'elle n'avait pas pu faire, alors qu'elle était bloquée dans les embouteillages, écoutant les bulletins d'information d'une voix clinique. Son assistant, Nicolas Bernard, frappa discrètement à la porte, une tablette à la main.
Il travaillait pour elle depuis la mort de David et était devenu son plus proche confident, le seul à percevoir la solitude qui se cachait derrière sa façade d'efficacité. « Bonjour », dit-il doucement, en posant une tasse de café. « Les enfants dorment. J'ai annulé votre rendez-vous de 9 h et reporté la réunion du conseil. Mais quelques points requièrent votre attention. » Camille appréciait sa capacité à mettre de l'ordre dans sa vie quand elle s'en sentait incapable. La situation médiatique ? Sous contrôle. L'affaire reste locale, même si une chaîne nationale a repris les images. Il se concentre sur le sauvetage, pas sur vous. Votre équipe de sécurité surveille les réseaux sociaux. Rien à signaler. Ce langage clinique, cette façon de réduire son drame personnel à des points d'action, était un mécanisme qu'elle connaissait bien. C'était sa propre méthode pour survivre. A-t-on les coordonnées du sauveteur ? Léo Martin. Nicolas consulta sa tablette. Il est difficile à joindre. Pas de numéro de téléphone public, et il ne répond pas aux messages laissés à son travail. Le journal local a publié un article de suivi.